passé ma présence ici, c'est que j'avais une opinion qui était une opinion portée par la rumeur sur Alain Orsogne quand il est revenu. J'ai écrit un article dans le journal de la Corse. Alain Orsogne m'a demandé à me rencontrer, ce que j'ai évidemment parfaitement accepté puisque j'étais responsable de l'article que j'avais fait. Et il m'a convaincu au cours de la discussion qu'on a eue, et j'ai donc écrit un article correctif. Après ça, il y a eu la tentative d'assassinat contre Alain Orsogne, où je l'ai revu lors d'une conférence de presse, et puis en juin 2009, il a été arrêté par la GIRS, et je dois dire que je n'y ai pas fait tellement attention, parce que c'est passé comme ça, c'était en juin. Et j'ai ensuite écrit un autre petit article, parce qu'il avait fait une demande de mise en liberté qui avait été refusée, et j'ai expliqué que je pensais que la demande de mise en liberté était justifiée, que par contre, le refus de la GIRS ça était préoccupant pour les libertés publiques. Il m'a écrit une lettre, et je pense qu'on a dû s'écrire à peu près tous les 2 jours pendant toute sa détention. Et il en est né une amitié. J'ai été sensibilisé évidemment au cas de son fils, lorsque son fils a été capturé par la GIRS, et que non seulement la justice n'a pas apporté les preuves de la culpabilité, mais qu'en plus, tout ce qu'elle pensait être des preuves de culpabilité se sont effondrées, puisqu'il y avait des témoins sous X qui sont avérés être des fantoches, et d'autre part, dans une autre affaire, il y a eu un alibi qui a été parfaitement démontré par la police même de la GIRS. Donc, moi, je pense qu'on est dans une période où, avec la crise économique, il y a des luttes sociales, il y a des luttes de tout genre, et que les plus démunis sont appelés désormais à reculer sans arrêt. Alors, il y a eu l'appel de Stéphane Hessel qui s'appelait « Indignez-vous ». Moi, j'estime que l'indignation, à un moment donné, ne suffit plus. C'est-à-dire qu'il faut passer au stade de la révolte, et que, en Corse, dans un pays de violence, il m'a semblé que la meilleure des révoltes qui puisse être, c'était justement de dire à l'État, bah, écoutez, nous on se révolte, mais cette violence on la porte contre nous, et c'était de rejoindre le mouvement de grève de la faim. Mais pour moi c'est un impératif moral, c'est-à-dire que pour une question de principe, je trouve qu'à un moment donné il faut agir et pas simplement se contenter de commenter les choses. C'est pour ça que j'ai rejoint avec fierté, je dois dire, le mouvement des grévistes de la faim, et que je dis exactement comme Alain, comme Christian et Pierre-Jean, c'est-à-dire que j'y suis allé non pas pour faire une espèce de prestation d'apparat, mais tout simplement pour aller jusqu'au bout, et en faisant en sorte que le mouvement de sympathie, de solidarité se développe de plus en plus, et qu'on arrive à faire plier la GIRS sur un point qui n'est pas de faire plier la justice, mais simplement de faire en sorte que la justice rende réellement la justice. Je suis le maire du village de Vire, dont est originaire Alain Orsogne et Guy Orsogne, et en tant qu'élu de la République, en tant que détenteur des droits, l'autorité morale sur ce village, j'ai estimé qu'il était de mon devoir de soutenir cette famille qui subit tout un tas d'avanies depuis des années, et qui ces avanies se matérialisent actuellement par le traitement indigne et scandaleux qui est infligé à Guy Orsogne et qui est maintenu arbitrairement en prison sur des allégations, des témoignages fallacieux, et c'est pour ça que je tiens à apporter mon soutien le plus fort à l'encontre des méthodes qui lui sont appliquées, des méthodes totalement injustifiées, inqualifiables par cette juridiction d'exception qu'on appelle la GIRS. Il est important de comprendre que l'action qu'on mène n'a nullement l'intention, Gabriel le rappelait tout à l'heure, de contraindre des magistrats à céder. Notre action, elle va justement dans le sens de réclamer la justice. Et cette justice, elle nous paraît d'autant plus nécessaire que nous sommes tous convaincus de la nécessité impérieuse, en Corse, comme ailleurs, de lutter contre le grand banditisme, de lutter contre la délinquance en général. Personne ne conteste cela. Mais à partir du moment où, effectivement, on se dote d'outils spécialisés, comme la GIRS, c'est-à-dire de juridictions d'exception, il suffit de lire même les fondements de fonctionnement de cette juridiction pour comprendre cette juridiction qui n'a rien à voir avec l'application du droit français. Cette justice, cette GIRS a besoin de justifier son action parce qu'il est vrai qu'elle est remise en cause, et de plus en plus fortement en Corse. Pour se justifier, elle a besoin d'obtenir des résultats qu'elle n'obtient pas. Il n'y a qu'à voir la situation à Marseille, par exemple, puisqu'on parle en particulier de la GIRS de Marseille. Il n'y a qu'à voir la situation en Corse pour bien se rendre compte qu'il y a des dragonnades, il y a de multiples interpellations,
de multiples placements en détention de gens qui sont tous libérés. Dans l'affaire de Guy, tout le monde a été libéré. Mais là, on arrive à un point où si on libère Guy aujourd'hui, on perd la face. Et on avoue qu'on s'est trompé. Et je crois qu'aujourd'hui, on est face à un problème qui est grave, parce qu'il révèle de l'amour-propre de magistrats qui refusent d'admettre leur erreur. Et pour refuser d'admettre leur erreur, ne craignent pas de tenter, parce qu'ils n'arriveront pas à le faire condamner, mais de tenter de faire condamner innocent, et qui se soucient fort peu des réactions que cela suscite. Tout ce qui était l'assurance pour les gens d'avoir une espèce de promotion sociale ne fonctionne plus. Et ce qui est d'abord touché par la maladie sociale, c'est les marges. Alors les marges, c'est les cités. J'ai habité pendant 22 ans en Seine-Saint-Denis, on s'aperçoit qu'il y a un malaise profond, puisque dans les cités, il y a 60% de chômage chez les jeunes, qui donc sont tentés, évidemment, en tout cas pour une minorité, à aller vers des formes de délinquance, vente de drogue, etc., parce que ça rapporte beaucoup plus que le chômage. Et d'autre part, il y a une autre marge qui a été constante en France, c'est la Corse. Alors qui est une marge très particulière, parce que c'est à la fois, c'est marginal en France, mais en même temps c'est le cœur de l'État, parce qu'il y a énormément de Corses au sein du cœur de l'État. Et quand moi j'avais écrit un bouquin, j'avais repris un bouquin qui s'appelait La Corse au rapport, où je reprenais tous les rapports depuis 2 siècles, les rapports de préfets français, ou enfin d'équivalent de préfets sur la Corse, c'est toujours la même chose. Et on prend les ordres de Maillebois, qui a dirigé une expédition en 1738 contre les insurgés corses, on savait, il dit la même chose, vous prenez l'entourage des suspects, vous frappez dedans, vous les ruinez, de façon à isoler le suspect. Et l'affaire de l'Agir, c'est tout simplement une criminalisation, comme ça avait été fait d'ailleurs au moment de l'assassinat du préfet Erignac, une criminalisation de franges de la population de plus en plus large, comme ça se fait dans les cités aussi, où dans les cités, c'est vrai qu'il y a des non-droits, mais pour les simples et bonnes raisons, c'est que désormais la police et la justice n'interviennent plus en étant mêlés au milieu social, mais ils interviennent comme des ninjas qui viennent de l'extérieur, qui font des opérations coup de poing et qui sortent. Et je pense que la Corse est à ce même niveau-là. Et dans l'affaire de Guy Orson, en dehors de tout ce qu'a dit Alain, c'est-à-dire qu'il faut une victime expiatoire à un moment donné, une victime d'ailleurs qu'on crée grâce à la rumeur, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que dans l'affaire de Alain, il y a des rumeurs qui sont parties de certains services de police, qui sont allés vers des voyous, qui eux-mêmes ont renvoyé les rumeurs vers les services de police, qui ont dit, ben regardez, les rumeurs sont vraies, puisqu'elles nous sont renvoyées de cette façon-là. On crée tout d'un coup des épouvantails, et on essaie d'abattre ces épouvantails pour dire, regardez, on a du résultat. Il y a une campagne présidentielle. Bon, dans cette campagne présidentielle, il y a un candidat sortant, comme dit M. Hollande. Le candidat sortant, qui peut imaginer qu'il va faire sa campagne sur son bilan économique ou social? Il ne peut pas le faire parce que ce bilan est catastrophique. Qu'est-ce qui lui reste? D'autant plus qu'il est exposé au danger électoral, entre guillemets, que représentent Marine Le Pen et l'extrême droite. Il lui reste uniquement un discours basé sur la sécurité et sur l'immigration. Donc, effectivement, tolérance zéro, vous voyez, nous on est les costauds, on ne recule pas, on met les gens en prison, etc. Et on axe essentiellement ce discours-là, on fait peur aux bons citoyens pour essayer de lui faire oublier qu'en fin de mois, ils ont tous des difficultés pour payer leurs factures et que leurs impôts s'aggravent de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe? Bizarrement, on aurait pu croire, ou on pourrait croire qu'à gauche, il y ait un discours différent. À gauche, on pourrait penser que l'on mettrait en avant justement les difficultés économiques, la pauvreté qui croît de jour en jour en France, la misère sociale, pour dire une évidence, que ces facteurs ont une influence importante sur la délinquance. Ça ne veut pas dire qu'il faut absoudre les délinquants, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre la délinquance, ça veut dire qu'on ne peut pas simplement se cantonner d'avoir un discours répressif, mais qu'il faut aussi effectivement envisager un certain nombre de solutions à ces problèmes, prendre des mesures. Mais bizarrement, je crois que ça fait tellement d'années maintenant qu'on joue sur ce registre-là, qu'au sein des populations, en France en particulier, on a un petit peu programmé la pensée des gens. Ils entendent parler, nos grands politiques, souvent de pensée unique, et bien ça fait partie d'un style de pensée unique. On les a un peu programmés là-dessus. Et donc, la gauche, même si je ne doute pas que bon nombre d'élus de gauche ou de responsables de gauche soient des progressistes et ne partagent pas l'analyse du tout sécuritaire, n'osent pas. Ils n'osent pas aujourd'hui se prononcer de manière claire sur ce sujet parce qu'ils ont peur de perdre une part d'électorat dans l'affrontement électoral qui arrive dans 2 mois. Et ça fait partie de ces problèmes. Je crois qu'à un moment donné, justement, c'est vrai que la grève de la faim est un moyen extrême, c'est une souffrance, c'est un danger pour la santé, pour la vie même, mais on peut espérer
je ne me fais pas d'illusions énormes, mais espérer quand même qu'on peut interpeller un certain nombre de personnes, parce qu'il y a quand même des gens de bonne foi. Il ne faut pas non plus tomber dans un discours maximaliste inverse en considérant qu'il n'y a que des pourris, parce que c'est pas vrai, il n'y a pas que des pourris. Qu'il y a des gens de bonne foi, que ça peut les interpeller et poser un problème. Mon fils a décidé de se mettre à la fin, je crois par désespoir, parce que le fait de ne pas pouvoir être entendu, le fait de donner des preuves de l'innocence et de se retrouver face à un mur qui ne veut pas en tenir compte, a été sans doute l'élément déterminant de la décision. Donc on a, d'une certaine manière, été contraint, on n'a pas choisi la période. Mais il se trouve que cette période, c'est la période des présidentielles. Ce que je voudrais dire aux candidats d'opposition, que ce soit M. Mélenchon, M. Hollande, Mme Joly, qui est favorable à la GIRS apparemment, et les autres, c'est qu'il est temps que la France, je parle des responsables politiques français, sortent des clichés. Il y a un malentendu énorme entre l'État et la Corse, parce que la Corse est appréhendée de manière totalement factice. La Corse, c'est le Figaté au salon de l'agriculture, c'est ces voyous qui s'exportent sur le continent ou qui continuent de sévir en Corse, et c'est la combine, on s'arrange. Il est peut-être temps d'ouvrir les yeux et de comprendre que la Corse, ce n'est pas ça. En Corse, il y a une population qui vit, qui travaille, qui connaît les mêmes problèmes au quotidien que la population française. Parfois, effectivement, et globalement, ces problèmes sont ici accrus, parce que c'est en quelque sorte une banlieue, qui a un certain nombre de handicaps lourds. Et je crois qu'il faut, une fois pour toutes, commencer à appréhender le problème de cette manière-là. Il y a des gangsters en Corse, oui, comme il y en a à Marseille, comme il y en a dans bien d'autres zones économiques ou de population en France. Je n'entends jamais dire, quand il y a un braquage dans le journal, les braqueurs étaient bretons. J'entends systématiquement dire 2 braqueurs corses. C'est une forme de xénophobie, qu'on le veuille ou non. Alors, je crois que également en Corse, il y a l'excellent rapport du procureur de la République, Legras. Vous voyez, je cite quelqu'un qui est au-dessus de tout le son, puisqu'il est procureur, qui parle du terrible mal qu'est la rumeur en Corse. Population de 300 000 habitants, un quartier de Marseille, sur une île qui, quand elle était un département unique, était le plus grand des départements français, où tout le monde pratiquement se connaît. Et où effectivement la rumeur a un impact multiplié, parce que comme c'est une micro-société, ça se transmet très rapidement, et il y a ainsi un certain nombre de fantasmes qui circulent, qui n'ont parfois absolument aucun fondement, mais qui sont véhiculés, et après chacun voulant montrer qu'il sait plus que l'autre, si je pouvais dire, allonge la sauce. On ne peut pas fonctionner à partir, et la justice en particulier, ne peut pas fonctionner à partir de la rumeur. Lorsque les lois Perben 2 ont été votées en 2004, ça a été un silence assourdissant de la part des élus de gauche qui, sous des prétextes de sécurité, pour rebondir sur ce que disait Alain, ont laissé passer des lois qui sont totalement scandaleuses, où le droit n'a plus qu'un lointain rapport avec les droits de l'homme. Le principe intangible d'une justice sereine et impartiale, c'est d'obéir au droit. Le droit dit que la culpabilité doit être prouvée, dit que la détention doit être l'exception, tout comme la garde à vue. Or, on fait très exactement le contraire. Et en l'occurrence, quand un dossier est vide, non pas de preuves, d'indices, la moindre des choses, c'est que la personne sera mise en liberté. Si la justice veut être respectée, si elle veut être reconnue et comprise par les citoyens, elle doit être respectable et elle doit être indépendante et surtout s'en tenir aux principes fondamentaux du droit. Je pense que si les journalistes continentaux et si les candidats à l'élection présidentielle se penchaient un tout petit peu sur les problèmes plutôt que de simplement espérer ou se faire mousser ou se faire élire, eh bien, ils écouteraient un peu notre voix. De toute façon, on est tout à fait conscient qu'on l'écoutera le jour où ça va devenir dramatique. Moi, je suis libre. Je ne peux pas me mettre sous perfusion de force. J'accepterai pas les perfusions. Donc, monsieur le juge Choquet, chevalier blanc de la GIRS, doit être prêt à endosser le costume de Mme Thatcher, si c'est nécessaire, parce que je n'accepterai pas, nous n'accepterons pas, en Corse comme ailleurs, mais en Corse, puisqu'on est en Corse aujourd'hui, que la force prime le droit, tout simplement.